Vieux militant anti-nucléaire, fondé le MCA, à l'époque Bourdet, pas simplement Jean Rostand, membre du Conseil de Compagnie de la Libération. Et puis, je suis aussi un militant depuis très longtemps aussi, presque aussi longtemps, du droit des Palestiniens à avoir leur État tel qu'il est demandé par le droit international. C'est aussi pour moi une exigence ancienne et fondamentale, mais justement, il n'y aura de droit des Palestiniens réalisé que s'il y a aussi dénucléarisation du Moyen-Orient. Voilà un peu le lien que je fais entre l'un et l'autre, et que j'espère un peu, si j'ose dire, démontrer. Je pense aussi, pour dire ma philosophie de la vie, si on peut parler ainsi quand on parle du nucléaire, que le monde du XXIe siècle connaît en quelque sorte trois dangers, et je dirais presque existentiels, de survie. Dans la mesure où le nucléaire, s'il continue à prospérer, si j'ose dire, autant civil que militaire, peut provoquer la catastrophe de l'humanité. Puisque maintenant, avec le nucléaire, l'humanité s'est donné les moyens de s'auto-détruire. Et j'ai dit que ça concerne aussi bien d'ailleurs le nucléaire militaire que le nucléaire civil. Parce que Fukushima, c'est pas un petit incident. Donc, vous voyez à peu près ce premier élément. Le deuxième point qui m'inquiète sur l'avenir de ce XXIe siècle, que je vivrai pas longtemps, quand même, mes enfants le feront, si j'en ai. Enfin bref, et donc, c'est la misère du monde. C'est-à-dire, je crois qu'une partie de l'humanité, dès maintenant, si la logique continue, va mourir de faim, mourir de toute une série de privations. C'est un peu tout le thème du livre de Suzanne Georges, je ne sais pas si vous l'avez lu, concernant l'avenir de l'humanité telle qu'elle est dans la logique libérale qui est en train de s'installer. Et puis le troisième point qui n'est pas politique, mais qui met en cause la survie de l'humanité aussi pour le XXIe siècle, c'est le réchauffement climatique. On ne va pas se faire d'illusions là-dessus. Donc voilà, à peu près, donc je vis le monde, si on peut dire, sur l'angle du philosophe allemand, Gerd Anders. Anders est un philosophe juif allemand qui a connu aussi bien Auschwitz qu'Hiroshima, après la guerre, et qui a dit, il est désespéré. Il dit, je me bats tant que c'est possible pour sortir l'humanité de la catastrophe, mais je pense l'avenir de l'humanité sous l'angle de la catastrophe possible. Et je crois qu'il faut, penser comme ça, si j'ose dire, pour éviter cette catastrophe. Donc je vais vous parler d'un sujet qui apparemment est assez lointain des préoccupations quotidiennes, disons, des Français, mais que nous pensons comme un problème qui illustre, à certaine mesure, ce que peut être l'avenir du XXIe siècle. En ce sens que s'il y a l'issue de l'accord qui existe entre l'Iran et les États-Unis, accord intérimaire, sur les questions du nucléaire, selon qu'elle soit positive, selon qu'elle soit négative, marquera beaucoup, à notre avis, l'avenir du monde. S'il y a une prolifération nucléaire qui est laissée du fait qu'il n'y a pas d'accord, nous pensons qu'il y aura une course aux armements nucléaires qui peut déboucher sur une guerre nucléaire. Par contre, s'il y a un accord, on peut estimer qu'il peut y avoir un processus de dénucléarisation, et on y reviendra tout à l'heure. Il y a eu, l'année dernière, trois grands événements qui n'ont peut-être pas été suffisamment soulignés en France, au moins pour deux. Le premier, c'était l'annulation, ou bientôt la suspension,
d'une réunion internationale qui devait avoir lieu, qui devait être une conférence sur un processus de dénucléarisation du Moyen-Orient. C'était prévu depuis 2010. À la conférence de révision, c'est tous les 5 ans, il y a une conférence de révision du traité de non-prolifération des armes nucléaires qui fait le point de l'avancée de la non-prolifération. Et à cette réunion, qui réunit tous les pays du monde, avait été décidé pour la première fois depuis 50 ans, donc c'est quand même pas rien, que se tiendrait en 2012 une conférence pour la dénucléarisation du Moyen-Orient. Pour cette conférence, pour la première fois, et cette conférence était demandée depuis des dizaines d'années, en particulier d'ailleurs par l'Iran et par l'Égypte, qui avait d'ailleurs fait une proposition commune dès 1974. Donc ce n'est pas une nouveauté, mais jusqu'à-là, elle avait été refusée par les États-Unis. Et pour la première fois, les États-Unis ont accepté cette conférence, ce qui est un événement sur lequel il faudrait réfléchir, sur les conséquences que ça peut avoir, que ça aura. Cette conférence, finalement, a été décidée, mais elle a été annulée en 2012. Elle devait avoir lieu en décembre 2012, après en 2013, à Helsinki, et elle a été annulée, très certainement, bien entendu, sur la pression du pouvoir israélien. Donc ça, c'est une... Mais cette conférence n'est pas annulée. Elle est suspendue, si on peut dire. Deuxième événement, c'est l'utilisation par le pouvoir syrien d'armes chimiques contre sa population. Cette utilisation, donc, a été condamnée par la communauté internationale et a amené la communauté internationale à imposer à la Syrie, d'une part, la signature, ce qu'elle n'avait pas fait, de la Convention internationale sur les armes chimiques, l'interdiction des armes chimiques, et à démanteler son arsenal d'armes chimiques, qui était très important. Ça, c'est le deuxième point, en 2013. Troisième élément de 2013, que vous connaissez tous, bien entendu, c'est le compromis atteint entre Iran et États-Unis pour le gel de son programme nucléaire, qui a été signé aussi, bien sûr, par les 5 pays du Conseil de sécurité et l'Allemagne, et avec une réticence de la France. On y reviendra, bien entendu, dans le cours de cet exposé, mais c'est un accord intérimaire qui est très important, il doit être renouvelé dans 6 mois pour voir si ça peut avancer dans cette perspective-là. Le problème, bien entendu, qui est posé à l'opinion mondiale, parfois de manière très unilatérale, j'y reviendrai, qui est comment empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires, est évidemment un problème très très important, mais le problème c'est de dire que le moyen d'atteindre cet objectif ne réside pas dans une action militaire, et que ça résulte au contraire d'un effort international, une perspective de la communauté internationale, à mesure pour créer un Moyen-Orient dépourvu d'armes nucléaires, techniques, biologiques et chimiques, entendu en même temps, armes de destruction de masse, comme on dit. Là donc, les 3 réunions qui ont eu lieu, les trois événements mondiaux qui ont eu lieu cette année 2013. En 2015 doit se réunir la conférence de l'ONU sur la révision du traité de non-prolifération des armes nucléaires, doit faire le point de l'état de la situation. Et si l'accord États-Unis-Iran marche, la réunion se tiendra de manière positive, et si ça ne marche pas, eh bien le traité de non-prolifération peut être complètement remis en cause. Ce qui est un événement mondial, historique. Parce que s'il est remis en cause, ça veut dire que nous allons assister à un déchaînement de la course aux armements nucléaires. Alors donc, pourquoi traiter d'ailleurs de l'Iran? C'est assez paradoxal, parce que finalement, ce qui se passe, c'est que je vais traiter d'une bombe qui n'existe pas. Donc, d'habitude, quand on se bat contre une bombe nucléaire, c'est qu'elle existe. On ne veut pas qu'elle existe, mais elle existe. Pour l'Iran, elle n'existe pas encore. Si elle existera. Avant toujours de parler de cette histoire du nucléaire iranien, pourquoi ça se passe au Moyen-Orient? Parce que les programmes nucléaires de certains pays sont de même nature que les programmes iraniens. Par exemple, celui du Brésil, il est arrivé au même niveau de seuil, comme on dit, nucléaire, mais on n'en parle pas. De même, on peut dire que l'avancée technologique japonaise ou autre est d'un même niveau que l'Iran, ou même la Corée du Sud.
La Corée du Nord, ils l'ont déjà, plus ou moins. Donc, pourquoi l'Iran? Pourquoi le Moyen-Orient, etc. Donc, je crois que ça, c'est pour dire que le Moyen-Orient, ça a toujours été, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la préoccupation stratégique majeure de l'Occident. Pour plusieurs raisons que vous connaissez très bien, on ne va pas les développer, mais c'est l'accès aux ressources, les ressources énergétiques, pétrolières et gazières, c'est le contrôle, bien sûr, des voies de communication qui permettent d'y accéder, et essentiellement cela. Et il y a donc toute cette affaire-là qui conditionne la survie du monde industriel là-dessus. Donc il y a un enjeu économique très très important dans le contrôle de cette région. Mais cet enjeu, il est surdéterminé par un autre enjeu, qui est l'enjeu de la prolifération nucléaire. Vous savez, il faut toujours penser que les relations internationales depuis la Deuxième Guerre mondiale ont été conditionnées par l'armement nucléaire. La confrontation entre États-Unis et URSS a été complètement conditionnée par la rivalité nucléaire. Et finalement, vous savez que les États-Unis ont gagné en poussant l'URSS à faire des dépenses inconsidérées pour tenir le coup par rapport à la course aux armements nucléaires. Ça s'est terminé par un bras de fer en Europe, entre les missiles Pershing d'un côté et les missiles SS-20 de l'autre, où les deux protagonistes ont essayé de mettre en jeu finalement l'Europe dans leur camp ou pas. Dans cette région, c'est la prolifération nucléaire qui est le grand problème, et qui a évolué, et c'est la région qui est la plus, comment dirais-je, concernée par une livraison, commerce d'armes absolument extraordinaire. Plus de 50% des armes vendues dans le monde le sont dans cette région, mais surtout, c'est l'évolution quantitative et qualitative des armements qui remplissent cette région, avec des missiles à longue portée qui peuvent bien sûr aller beaucoup plus loin que les pays de la région, et bien entendu la prolifération d'armes de destruction massive, c'est-à-dire nucléaires, chimiques, biologiques. Mais il y a encore un élément de plus qui rend la situation plus grave. Dans ces pays-là, dans ces pays du Moyen-Orient, à différence des pays, disons, occidentaux et soviétiques des années de la guerre froide, si j'ose dire, eh bien, les armes de destruction massive, qui est le nucléaire, mais les armes de destruction massive comme le chimique ou le biologique, ne sont pas considérées comme, comment dire, comme des armes de l'ultime défense. C'est-à-dire que, vous savez, en principe, en France, aux États-Unis, l'arme nucléaire, c'est en cas de ultime recours, si on est vraiment menacé, quoi. En principe, même, l'armement nucléaire est séparé de l'armement conventionnel. C'est-à-dire, l'armement conventionnel dépend surtout du chef des forces armées, de l'état-major, etc. La décision de l'emploi de l'arme nucléaire dépend uniquement du président de la République. Et ça pose un nécessaire, bien sûr, à des gens de choses. C'est pareil aux États-Unis. Pareil aux États-Unis, il y a toute une... ça a été un peu remis en cause à l'époque de Bush. Mais, donc, c'est l'ultime recours. La dissuasion, quoi. C'est ça, la dissuasion. C'est le non-emploi. Non-emploi. On ne l'emploie pas. Sauf vraiment si on est menacé dans notre survie. Dans le Moyen-Orient, ce n'est pas du tout ça, la conception de l'emploi des armes de destruction massive, qu'elles soient nucléaires, ou chimiques, ou biologiques. Dans le Moyen-Orient, la conception de la dissuasion est tout à fait différente. L'arme de destruction massive est simplement considérée comme un moyen de mener la guerre, de participer à la guerre comme un outil opérationnel tactique. La preuve en est, c'est que la Syrie a considéré, en utilisant le chimique, d'être en guerre, mais pas d'être menacée dans son existence physique, etc. Elle a utilisé l'arme chimique, voilà, comme étant une arme ordinaire, si on peut dire. Et ça, c'est un problème. Y compris d'ailleurs pour Israël, dont la doctrine d'emploi du nucléaire est totalement inconnue, et qui donc, en quelque sorte, laisse peser des doutes terribles sur la conception, donc Israël, la conception d'Israël, sur sa façon dont elle envisage ou pas, et dans quelles conditions, son arme nucléaire dont elle dispose depuis longtemps. Donc il y a toutes ces raisons-là qui poussent à poser la question,
de l'avenir du Moyen-Orient à travers bien sûr la nucléarisation en cours, qui est accentuée bien sûr, d'abord commencée par Israël et continuée par d'autres pays comme l'Irak, ça a été détruit, et puis il y a des tentatives aussi un peu en Libye, un peu en Syrie aussi, et maintenant en Iran. Pour parler de ce nucléaire iranien, sur lequel on a beaucoup écrit, mais avec la propagande qui a été faite en France sur la question de l'Iran avait comme objectif, ou comme but en tout cas, de justifier une intervention militaire. Ce qui, bien entendu, va entraîner une solution, un risque de guerre non maîtrisable, à la fois dans la région et au-delà. Alors, pourquoi parler de cette histoire de l'armement nucléaire potentiel iranien? Il y a trois raisons. La première, c'est est-ce qu'il y a une intention? Quelle est l'intention iranienne? Est-ce qu'il y a une pensée iranienne, je pense qu'il y en a une, sur cette question du nucléaire? Pourquoi on développe un programme nucléaire? Deuxième question, qu'a cité certains articles, l'imminence de la bombe nucléaire. C'est pour demain, c'est pour après-demain, dans 10 ans, dans 5 ans. On a entretenu l'opinion sur un suspense insupportable en disant que ça fait 15 ans qu'il y a des articles là-dessus. Hein. Dans 2 ans, l'Iran aura l'arme nucléaire. Donc surtout, maintenant, intervenez, frappez sur le nucléaire iranien pour éviter la catastrophe iranienne. Et troisième élément, à quoi servirait le programme iranien? Pourquoi? Donc c'est un petit peu ça que j'essaierai d'évoquer dans cette affaire qui aboutit aujourd'hui à un accord intérimaire entre États-Unis et Iran, comme vous le savez, qui fait beaucoup de bruit. Alors, 2 mots sur le nucléaire iranien en tant que tel. Alors, l'opinion mondiale en a entendu parler en 2002. En 2002, il y a eu la révélation par les médias de l'existence d'une usine d'enrichissement de l'uranium. Vous savez, quand on enrichit l'uranium, ça veut dire qu'on se prépare à l'utiliser pour le militaire. Ça s'appelle Natanz, c'est un site à côte sud-ouest de Téhéran, et ça a ouvert une crise mondiale sur la question de ce programme nucléaire iranien. En fait, on découvrait pour certaines réalités qui existent depuis très longtemps et qu'il faudrait examiner de plus près. 2002, c'est passé en 2002. En réalité, le programme nucléaire militaire iranien, il existe depuis les années 70, en gros, avec le Shah, qui avait été interrompu par la révolution islamique en 1979, dont il faut aussi considérer l'importance dans l'histoire du monde. La révolution islamique en 1979, peut-être que j'y reviendrai. Puis ça a été repris en 1989, etc. Donc je vais donner quelques étapes, très brièvement, mais quand même il faut les noter, parce que ça permet de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. En gros, on peut considérer qu'il faut situer la nucléarisation iranienne dans un processus lancé par les États-Unis. États-Unis qui ont lancé le processus de nucléarisation, de prolifération en Méditerranée, parce que la Méditerranée, comme vous l'imaginez, a une grande importance stratégique pour tout le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis avaient le monopole de l'arme nucléaire, comme vous le savez très bien, c'était les grands vainqueurs, et ils ont voulu imposer leur conception et leur pratique de la sécurité dans l'ordre mondial, si on peut dire, là-dessus. Donc le nucléaire est d'origine, on peut dire, militaire américaine. Et ils ont espéré garder le monopole longtemps, mais l'URSS a très vite contrôlé la capacité de l'arme nucléaire. Et finalement, progressivement, il y a eu la constitution par les 5 puissances, les 5 grands du nucléaire. Et c'est constitué 5 puissances nucléaires du Conseil de sécurité qui s'estimait être les grandes puissances du monde. Et il y a une 6e qui s'est constituée très vite aussi. Première étape, en quelque sorte, c'est Israël. Mais c'était secret. C'était un peu un secret polichinelle, bien entendu, pour tout le monde. Mais la première étape, c'est que les savants physiciens qui avaient monté le programme nucléaire de Manhattan, le
projet Manhattan pendant la guerre mondiale étaient beaucoup des savants juifs exilés d'Italie ou des régimes fascistes. Des régimes fascistes d'Italie ou d'Allemagne ou d'Europe centrale. C'était Enrico Fermi, c'était toute une série d'éléments, et donc ces savants ont utilisé leurs compétences quand ils ont été en Israël avec la création de l'État d'Israël, pour lequel le président Ben Gourion a estimé qu'il fallait avoir une possibilité de défense nucléaire. Donc cette première étape, elle est là. Elle est là. Alors la deuxième étape, c'est à partir de 1953. Rapide, c'est le président Eisenhower qui fait une grande déclaration aux Nations Unies qui a le titre « Atoms for Peace », les atomes pour la paix. Il estime que finalement la technologie nucléaire c'est l'avenir du monde et que les États-Unis sont prêts, dans leur grande générosité, à faciliter l'accès à beaucoup de pays à la technologie nucléaire qui leur permettra de construire un avenir rayonnant, et il invite tous les États à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, bien entendu, pour se développer, avec une grande campagne de promotion, grand meeting à Genève, 25 000 personnes, etc. Donc ça a été un élément extrêmement important. Mais en 1956, les États-Unis facilitent la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour un peu contrôler un peu quand même tout cela, toute cette expansion, capacité de contrôle, capacité d'inspection. Alors donc se sont développés des accords multiples de coopération entre États-Unis et beaucoup de pays qui étaient contents de pouvoir se doter de la technologie nucléaire. Évidemment, les États-Unis choisissaient leur pays quand même, il ne fallait pas les donner à n'importe qui, nous sommes en période de guerre froide. Mais dans ce contexte, l'enjeu c'était que les sociétés qui avaient construit le réacteur nucléaire, Westinghouse et puis General Electric, puissent rentabiliser leur technologie qu'ils avaient acquise dans la construction du nucléaire américain. Donc ils voulaient vendre leur technique à leurs différents pays. Alors dans ce contexte-là, il y a eu un supermarché qui a été constitué de la prolifération nucléaire, et beaucoup de pays se sont dotés d'instruments nucléaires que leur offraient, si on peut dire, les Américains. Alors dans ce contexte-là, il y a au Moyen-Orient, il y a deux événements qui se sont constitués pour ce qui nous concerne. Du côté israélien, le gouvernement israélien annonce en 1953, la même année qu'Eisenhower, l'existence d'une commission de l'énergie atomique d'Israël. Parce que le réacteur que les Américains avaient proposé avant, c'était un réacteur tout à fait inoffensif, qui n'avait pas du tout d'objectif militaire. C'était une technologie pour, disons, éventuellement d'autres utilisations. Mais, à partir du moment où les États-Unis lancent officiellement leur programme d'aide, en 1955, un réacteur spécifique est fourni par les Américains à Israël. C'est un réacteur à objectif pacifique, mais progressivement, Israël démarre clandestinement un programme à finalité militaire. Et donc, un peu, voilà à peu près le problème. Mais ce programme à finalité militaire ne sera pas soutenu par les Américains. Il sera soutenu par les Français, qui donneront les moyens industriels pour construire la centrale de Dimona. Donc, vous voyez, il y a toute une situation qui s'est créée là, un peu compliquée. L'Iran, même période, en 1957, le Shah d'Iran signe un accord de coopération avec les États-Unis. Vous voyez, c'est une espèce de simultanéité pratiquement entre Iran et Israël pour la progression de l'armement israélien, de la prolifération nucléaire. Et au départ, les États-Unis et le Shah signent un accord pour un réacteur à objectif médical à Téhéran. Qui serait installé donc à Téhéran, et il n'y a pas d'autre problème en urgence, il n'y a pas d'urgence, et le réacteur entrera en fonction en 1967. Voilà la deuxième étape. Troisième étape, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas 36 comme dans le Tour de France, 21, mais enfin il y en a 4 ou 5. Troisième étape, nous sommes dans les années 60. C'est l'année du traité, la décennie du traité de non-prolifération en 1968-70. C'est passé autre chose aussi cette année-là, mais enfin, restons là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que beaucoup d'États accèdent à la technologie nucléaire, maintenant que les Américains l'ont proposé à presque tout le monde. Voilà, les Américains commencent à s'affoler de la façon dont les États commencent à s'emparer de cette technologie nucléaire pour la transformer en technologie éventuellement militaire, à objectif militaire. Alors, dans ce contexte-là, les États-Unis et aussi l'URSS, à leur manière, veulent maîtriser le contrôle
veulent maîtriser l'expansion de la prolifération qui pourrait armer des pays qui ne leur plaisent pas. Et donc, il y a un accord entre États-Unis et l'URSS pour installer un statut de contrôle et éventuellement de limitation de la prolifération nucléaire dans le monde. Et ça donnait donc en quelque sorte... Et puis, j'oubliais, mais c'est le plus important pour ici, c'est que dans les années 60, il y a un mouvement d'opinion très fort dans le monde contre l'arme nucléaire. D'ailleurs, c'est en 1963 que s'est créé le MCA en France, contre l'armement atomique. Le mouvement de la paix avait lancé avant le mouvement contre l'armement atomique, bon, avec des objectifs qui n'étaient pas forcément les mêmes, dans la mesure où il y avait le problème de l'armement atomique soviétique qui pouvait poser problème, ça c'est un autre sujet, on ne va pas débattre là-dessus, mais en tout cas il y avait un mouvement d'opinion très fort contre l'armement nucléaire à l'époque. Donc il y a une conjonction entre un intérêt stratégique États-Unis et l'URSS et une volonté de l'opinion mondiale de limiter, et éventuellement d'interdire, si elle était possible, de faire disparaître, si on peut dire, le nucléaire militaire. Donc c'est dans ce contexte-là que le TNP est approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1968 et en vigueur en 1970. Que font États-Unis et Israël? Israël ne signe pas. Ne signe pas malgré la pression américaine, qui voulait absolument qu'Israël signe le traité. Israël vient de gagner la guerre de 6 jours en 1967, une espèce d'ivresse de la force et de la victoire, etc. Et estime qu'il peut se passer de ce genre de signature et d'engagement et qu'ils préfèrent garder le nucléaire dans leur poche pour eux-mêmes, etc. L'Iran signe et ratifie le traité de non-prolifération nucléaire et le Shah estimait il estimait pouvoir établir son influence régionale plutôt par des forces conventionnelles. Il n'avait pas besoin de nucléaire par rapport à ce problème-là. Et donc, et non seulement il signe ça, mais il se prononce dans la foulée, j'y reviendrai dans la 4e étape, pour une zone exempte d'armes nucléaires dans la région. Dans les années 60, les Iraniens savent très bien qu'il y a un système nucléaire en construction en Israël. En Israël, dans la centrale de Dimona, et c'est pour ça qu'ils sont très inquiets. 4e étape alors. 4e étape, c'est l'année 74. Il se passe plein de choses à l'année 74. Vous n'étiez pas né, mais moi je me rappelle un peu. Alors, il s'est passé d'abord la guerre de Kippour, en 73. C'est une année décisive pour l'Iran. Donc, premier choc pétrolier, l'année 73. Premier choc pétrolier. Eh bien, c'est l'Iran qui mène la bataille des pays pétroliers, à l'OPEP, la tête de l'OPEP. Et c'est la guerre économique avec l'Occident, qui est de fait déclenchée par cette augmentation du prix du pétrole. Et évidemment, ça ne plaît pas beaucoup aux Américains, que l'Iran ose mettre en cause les revenus, si on peut dire, des firmes américaines au Moyen-Orient, l'Anglo-Iranian Oil Company. Eh bien, il y a cet aspect-là. L'Iran s'estime très fort et estime qu'il peut être le gendarme du Golfe. L'Iran est en pleine expansion militaro-économique et financière, si on peut dire. Bien. Donc ça, c'est le premier. Mais deuxièmement, sachant qu'en 1973, Israël a déployé des fusées nucléaires, 13, d'après ce qu'on sait, lorsqu'il y a une, la situation de 1973 a été un peu juste, un moment pour Israël, lorsque l'Égypte a franchi le canal de Suez. À ce moment-là, donc l'Iran et l'Égypte, qui a accéléré la situation, déposent ensemble, Iran et Égypte. C'est important de le dire là, parce que c'est la problématique d'aujourd'hui qui se repose. L'Iran demande une zone, exemple, le Moyen-Orient, exemple d'armes nucléaires. Il co-sponsorise une même initiative à l'ONU sur cette question. Il y a un troisième élément en 1974, l'Inde. L'Inde, en 1974, fait son premier essai nucléaire. Donc l'Inde devient officiellement, si on peut dire, une puissance nucléaire. L'Inde, c'est pas l'Iran, non plus, quelque part. Hein. Donc vous voyez qu'il se passe beaucoup d'événements sur cette question. À ce moment-là, les États-Unis sont assez furieux de voir tout ça, et ils arrêtent toute coopération nucléaire avec les pays du tiers-monde. Parce qu'ils estiment que là, ils ne maîtrisent plus, quoi. Ils ne maîtrisent plus le contrôle de l'expansion, et ça pourrait aboutir à armer des gens qui ne leur plaisent pas. Alors, c'est dans ce contexte-là que l'Iran, voyant cette situation se dégrader, si on peut dire les États-Unis, décident eux aussi de développer leur industrie nucléaire. Une industrie nucléaire pacifique pour le moment, hein, mais parce qu'ils ont des problèmes, ils estiment avoir des problèmes, et ça c'est un débat qui n'est pas tranché à mon avis, sur les enjeux énergétiques de l'Iran.
est-ce qu'ils ont intérêt ou pas à économiser un peu de pétrole et d'utiliser le nucléaire pour leur électricité, et le réservoir de pétrole uniquement pour le vendre actuellement, maintenant, à l'époque, je veux dire. C'est un débat parce que, donc, ils font monter 23 réacteurs. 23 réacteurs en Iran, et les Américains ne veulent plus l'aider. À ce moment-là, les Iraniens s'adressent aux Allemands, à l'entreprise Siemens. Donc, vous voyez qu'il y a des modifications qui se constituent là-dessus, et à la France. S'intéressent à la France, et font un contrat avec Eurodif, Autricastin, qui garantit en quelque sorte à l'Iran 10% de la production d'uranium enrichi à l'Iran, puisque les Iraniens participent à 10% au capital d'Eurodif en France. Donc vous voyez, il y a des modifications, des relations assez curieuses qui sont très intéressantes sur ce point-là. Donc vous voyez, l'Iran en 1974, il a Israël d'un côté nucléaire, il a l'Inde au côté nucléaire, et finalement, il y a une pression sur l'Iran, bien sûr américaine. Hein, les Américains n'aiment pas le comportement de l'Iran, d'ailleurs ils vont faire chuter bientôt le Shah, enfin quelques années plus tard, et l'URSS n'est pas non plus très clair éventuellement par rapport à tout ça. Donc c'est avec les pays européens que l'Iran va négocier pour développer son système nucléaire, etc. Et nous arrivons à ce moment-là, en 1979, effondrement du régime du Shah et avènement du mouvement islamiste là-bas. Il faut dire aussi, et d'emblée, le mouvement islamiste, Khomeini, abandonne le nucléaire. Abandonne le nucléaire comme étant une invention de Satan. Enfin, Satan, c'est l'Occident pour lui, donc il fallait abandonner le nucléaire. Tout projet militaire est abandonné. Alors ça, c'est un événement, bien entendu, important, et il faut dire aussi pourquoi il a abandonné facilement, c'est qu'en Iran, s'était développé un mouvement civil anti-nucléaire. Il y avait un mouvement de société, un mouvement d'opinion, pour croire que les Iraniens étaient aveugles sur la situation, il y avait un mouvement de la société civile contre le nucléaire militaire. Alors donc, nous sommes en 1979, quel est l'héritage que reçoit, si on peut dire, le régime islamique? Bien d'abord, il a pour le moment que 2 réacteurs complets, ceux qui ont été conçus par les Allemands, Siemens. Il a droit à 10% des capacités d'enrichissement de l'usine française d'Eurodif. Donc il a payé 1 milliard de francs, je ne sais plus quoi. Et puis, surtout, il y a une équipe de scientifiques et de techniciens de laboratoire de recherche iranien qui est assez sophistiqué, d'origine occidentale d'ailleurs, formé souvent aux États-Unis, qui donne à l'Iran un minimum de capacité de construire un programme nucléaire relativement important. Dans ce contexte-là, la même année, l'année suivante, c'est la guerre Irak-Iran. Vous savez que l'Irak, soutenu par les Américains, soutenu par l'Occident, déclenche la guerre à l'Iran. Parce qu'évidemment, l'Occident n'admettait pas le sens de la situation créée par la révolution iranienne. Il faut bien voir que cette révolution est une révolution très importante qui marque le changement de rapport de force au début, à l'échelle mondiale. Cette guerre, évidemment, vous l'avez entendu parler, c'est une guerre terrible. Des millions de morts. Pas des centaines de milliers, des millions de morts. Et en 80... Alors, évidemment, les Iraniens sont en situation très très difficile, et on va aboutir bientôt, les Irakiens bombardent la centrale de Boucher, qui a été conçue par les Allemands, après elle va être aidée par les Russes, et en 88, l'Irak utilise des armes chimiques contre les Iraniens, et ça c'est très très important, contre les civils iraniens. Donc pour l'Iran, et le président actuellement, à l'époque, est président des élections présidentielles, qui est toujours là, M. Rafsanjani, eh bien la question est claire, il faut être en faveur de l'acquisition de l'arme nucléaire pour résister à une éventuelle destruction de l'Iran par nos adversaires. Là, à l'époque, c'était l'Irak. Donc, dans ce contexte-là, il y a une relance de la technologie nucléaire et de la production, si on peut dire, d'énergie nucléaire. En 1993, Clinton, président Clinton, si on peut dire, met au point une stratégie de contre-prolifération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un pays qui se dote, ou qui a l'intention, c'est même cette formule, de se doter de l'arme nucléaire, si c'est un pays qui a manifestement des idées hostiles aux États-Unis,
les États-Unis s'engagent à intervenir militairement, éventuellement nucléairement, pour détruire ce pays qui veut se doter de l'arme nucléaire, contre-prolifération. Donc c'est un élément extrêmement grave et extrêmement sérieux qui pèse, bien entendu, sur l'Iran. Alors en 1993, l'Iran repropose à l'Assemblée générale des Nations Unies la proposition de zones dénucléarisées pour le Moyen-Orient. Alors, ce qui est très drôle, si j'ose dire, pour un sujet aussi dramatique, c'est que celui qui a lu la déclaration, c'est l'actuel ministre iranien des Affaires étrangères. Et cette déclaration, je vais vous la lire, elle est pour moi remarquable. Voilà ce qu'il écrit pour justifier la demande d'une zone exempte d'armes nucléaires. Voilà, il critique une critique de fond de la politique américaine de non-prolifération. L'erreur, je cite, l'erreur la plus fondamentale dans le régime international de non-prolifération est probablement l'application du double standard, qui a amené une prolifération sélective des armes nucléaires. Ceci a non seulement diminué l'autorité et l'applicabilité du TNP, mais a eu aussi des répercussions sur la paix et la sécurité internationale et régionale, en retardant les initiatives régionales. Dans notre région, l'acquisition des armes nucléaires par Israël a arrêté tous les efforts pour l'établissement d'une zone non nucléaire dans le Moyen-Orient, en dépit de l'aval continu de l'Assemblée générale sur les 20 dernières années, depuis que cette voie a été avancée par l'Iran, en 1974, comme j'ai parlé tout à l'heure avec l'Égypte. Mais pire encore, la menace posée par le refus d'Israël à rejoindre un régime nucléaire international quelconque, à accepter le TNP, ou les règles de contrôle de l'AIEA, couplée avec la poursuite d'une politique sélective de prolifération au lieu de la non-prolifération par les États nucléaires, ont augmenté le potentiel de prolifération des armes de destruction massive au Moyen-Orient. Voilà ce qu'il a dit en 1993, qui, à mon avis, il n'y a pas un mot à retirer sur ce qu'il a dit il y a 20 ans. Donc vous voyez que c'est une vieille histoire, cette histoire de zone dénucléarisée, et que donc nous avons affaire à cette situation. 1993, et puis, bon, Israël, l'Iran mène son programme discrètement et secrètement, comme tout programme, comme tout pays a utilisé l'arme nucléaire, il l'a fait dans la plus grande discrétion, le plus grand secret, la plus grande opacité. Mais, on vous a dit tout à l'heure, j'ai commencé comme ça, en 2002, on a révélé l'armement nucléaire iranien. Alors, là, évidemment, pour l'Iran, c'est une nécessité qui oblige à être un peu plus clair. En 2003, l'Iran annonce la couleur et fait connaître à l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie nucléaire, l'existence d'installations destinées à l'enrichissement d'uranium. Dans celle qui a été révélée, à Natanz, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, et une autre, je crois, je ne sais plus si c'est à Fordo ou à Arak, c'est pas l'importance. En tout cas, l'Iran veut faire connaître ses capacités de dissuasion, comme on dit, sans aller jusqu'à la fabrication des armes, de l'arme, comme on dit, j'y reviendrai tout à l'heure. Il veut montrer qu'il fait ça, et qu'en même temps, il respecte le traité de non-prolifération. Il respecte le traité de non-prolifération et le droit international, comme d'autres pays qui le font, comme le Japon, le Brésil ou l'Allemagne, qui ont le même système d'enrichissement, enfin, mais c'est même avancé dans le truc, et qui sont sur le seuil nucléaire. Vous savez, le seuil, c'est-à-dire juste avant de franchir la construction de l'arme nucléaire. Ils ne le font pas. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc, l'Iran se propose, en faisant cette proposition, d'être prêt à renoncer à l'arme nucléaire, aux applications militaires que si, bien entendu, les États-Unis, parce qu'en fait, il s'adresse aux États-Unis à l'époque, les États-Unis veulent jouer un rôle dans la région, et en particulier veulent laisser l'Iran avoir un rôle régional, être une puissance régionale, et d'autre part, que les États-Unis garantissent à l'Iran une capacité de non-agression d'Israël, d'empêcher Israël de l'agresser. C'est vrai que les États-Unis peuvent le faire, c'est clair. Voilà donc un peu les grands éléments. Le rôle d'Israël pendant ce temps-là. Bien, pour Israël, l'option nucléaire, prise très tôt, c'est le centre de la stratégie militaire d'Israël, dite défensive, depuis le début. Donc je n'ai pas le temps de développer, mais enfin ils ont construit l'armement nucléaire très vite, en la déployant de manière très limitée d'ailleurs, en 67 et 67. Il
Il y avait deux petites bombes, enfin bon. Et bien entendu, pendant ce temps-là, bien sûr, les pays arabes étaient bien vite au courant et ils ont essayé de répondre en construisant, soit essayant de faire de l'arme nucléaire, l'Égypte a essayé un petit peu, l'Irak, les Syries, ou alors en développant des armes chimiques qui sont l'arme nucléaire du pauvre, si on peut parler ainsi, comme moyen de riposte. Alors, et bien sûr, l'Israël refuse absolument qu'il y ait la possibilité d'un Iran nucléaire. Et en même temps, par rapport à l'Iran qui demande l'adhésion au TNP, Israël n'adhère pas au traité de non-prolifération, ni aux mécanismes internationaux qui sont prévus de contrôle à travers l'Agence internationale de l'énergie atomique qui permet un certain type de contrôle, un certain type de surveillance. Donc, en n'adhérant pas, il encourage la prolifération, puisque évidemment les autres se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de son nucléaire. Et dans ce contexte-là, au milieu des années 2000, 2005, 2006, pour la première fois, le secrétaire d'État à la Défense américain, Robert Gates, à l'époque, plus Gates, G-A-T-E-S, déclare que l'armement nucléaire israélien a déstabilisé la région. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas que les États-Unis dévoilent un peu cette situation, et ça veut dire que les États-Unis commencent à s'inquiéter de cette situation. Il faut bien voir la façon dont les États-Unis commencent à parler sur cette question. Alors, il y a des négociations qui commencent, bien entendu. Tout le monde redemande exemple d'armement nucléaire. En 1974, je l'ai dit. En 1995, c'est l'Égypte qui incite beaucoup. En 2000, on recommence. L'Égypte, toujours. Et les États-Unis disent non, il faut faire attention. Les États-Unis font pression sur l'Égypte pour qu'ils ne déposent pas leur demande, etc. Jusqu'en 2010, où les Américains disent oui. Et ça, c'est très important. Mais entre-temps, entre 2000 et 2010, les Européens ont voulu placer leur salade et ont négocié avec l'Iran un certain type de suspension de l'enrichissement pour faire l'arme en échange de donner de l'aide technologique à l'Iran. Mais ça n'a pas été, je n'ai pas le temps de développer, mais ça n'a pas été respecté là-dessus. Simplement, ce qui est en jeu, pour dire en deux mots, est-ce que la sécurité de la région sera une sécurité fondée sur le nucléaire, ou sera au contraire une sécurité qui sera une sécurité partagée entre tous les pays? C'est ça l'enjeu. Est-ce que la sécurité doit être nucléaire? C'est la sécurité doit être nucléaire, elle sera garantie, si on se dire, par Israël et par l'Iran, par les deux ou par un seul. Si elle est partagée, c'est-à-dire qu'elle est négociée entre les différents pays de la région. C'est un grand enjeu, bien entendu, là-dessus. Côté israélien, bon, bien sûr, il y a eu les déclarations plus ou moins attribuées au régime pour rayer la carte Israël. Bon, ça fait partie du discours et de la bataille entre les deux, là, entre le meilleur ennemi d'Israël qui était Ahmadinejad, et Ahmadinejad était le meilleur, enfin bon, passons. Deuxièmement, Israël pense que s'il y a une capacité nucléaire, il y aura une attaque peu probable de l'Iran. Les militaires pensent qu'il y aura une attaque peu probable. Pourquoi? Parce que finalement, d'abord les Israéliens ont le moyen de riposter très vite avec leurs sous-marins, etc., qui détruiraient l'Iran. Et puis en fait, c'est peu probable sur le plan même politique, c'est-à-dire les dommages collatéraux seraient très grands, y compris sur les populations arabes qui vivent en Israël ou à côté, et même sur les pays, tout l'ensemble des populations arabes des pays voisins, ça n'a pas de sens, du point de vue politique, de la part des Iraniens d'envisager ce genre de situation. Et donc, c'est une stratégie de dissuasion auquel, encore une fois, les militaires israéliens, et pas le pouvoir politique militaire israélien, pensent que il n'y a pas de danger réel là-dessus. Simplement, c'est une utilisation, on parle de ça pour parler d'autre chose. Alors, mais par contre, les Américains et les Israéliens ont discuté des 4 options militaires possibles quand même. Parce qu'évidemment, Netanyahou va entretenir l'ambiance. Il y a 4 situations. 1. Une frappe de démonstration. C'est-à-dire, on va frapper un truc, symboliquement, si on peut dire, d'avertissement. Bon, voilà, sur quelques objectifs significatifs. Possibilité. Deuxième, une attaque sur des objectifs estimés majeurs. Une attaque un peu plus générale. Troisième pensée, une frappe massive sur les installations
nucléaires et les forces de missiles, les missiles balistiques, etc. Et quatrième, alors là, une attaque massive ajoutée à des objectifs civils de production d'énergie et d'installations pétrolières et gazières. Voilà à peu près. Mais encore une fois, je dirais que dans les mondes militaires, les gens n'y croient pas tellement à la possibilité, à la crédibilité de ce genre d'initiative. Alors, sur la perception américaine de la menace, disons, iranienne. Il faut dire deux choses. Maintenant, parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que, évidemment, les Américains, ils décident beaucoup, mais surtout, c'est que le service de renseignement américain est un enjeu politique entre Israël et États-Unis. Lorsque Obama est venu au pouvoir, il a voulu changer le directeur du service de renseignement. Ça a provoqué un pataquès terrible. Le lobby pro-israélien a refusé le nouveau directeur des renseignements américains, parce que le précédent était lié au lobby israélien. Donc pour montrer que là, l'enjeu était considérable. D'ailleurs, Obama a cédé sur ce monsieur qui n'a pas pu être le directeur. Alors il y avait un compromis pour nommer quelqu'un un peu plus indépendant, si on peut dire, mais vous voyez comment déjà ça joue. La perception américaine aujourd'hui. D'abord, évidemment, les Américains ont la préoccupation du danger du programme militaire, bien entendu, essayent de mesurer l'état du programme nucléaire iranien en fonction de leur service de renseignement. Aujourd'hui, pour les Américains, l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, c'est clair. Mais le niveau de technologique, si on peut dire, ou technique atteint par les Iraniens, permettent aux Iraniens de la mettre au point. Ils ont les moyens de mettre au point une arme nucléaire vite, assez vite. Ils sont en état de seuil. Deuxièmement, pourquoi les Iraniens en sont là? Parce qu'ils ont, pour des raisons variées, une conception de leur sécurité qui est menacée. Et donc, ils pensent qu'avec la potentialité nucléaire, ils peuvent dissuader quelqu'un de les attaquer. En même temps, il y a d'autres enjeux. Hein. Il y a l'enjeu nationaliste iranien, il y a l'enjeu de prestige d'un régime qui veut se doter de cette arme pour créer un consensus autour de lui. Il n'y a pas que des enjeux sécuritaires, des enjeux politiques pour l'Iran. Troisièmement, la décision politique de construire l'arme n'est pas prise. Et elle peut évidemment être prise, mais elle n'est pas prise. Quatrième point, les activités nucléaires iraniennes militaires portent sur les 2/3 de l'armement nécessaire. L'arme nucléaire, il faut l'avoir, évidemment. Et deuxièmement, le vecteur. D'ailleurs, c'est capable de porter la bombe, quoi, si on peut dire, là-dessus. Mais le troisième point, l'adaptation de l'arme au missile, qui nécessite beaucoup de précision, n'est pas faite. Et les Iraniens ne l'ont pas décidé. Ça nécessite beaucoup de précision. Et l'explosion de l'arme nécessite une technologie extrêmement précise, où il faut maîtriser ce qu'ils appellent les nanosecondes. Enfin, moi, je ne connais rien, bien entendu, j'ai vu ça comme ça. Mais en tout cas, c'est super difficile. Et ils ne se sont pas lancés dans cette troisième opération. Ils n'ont peut-être pas les moyens, peut-être pas là. En tout cas, ils en sont là. Et donc, il y a 2 volets sur 3. Le troisième volet a été arrêté, probablement, d'après les Américains, encore une fois, là-dessus. Mais bien sûr, il y a toujours un doute sur les intentions des dirigeants iraniens concernant l'éventualité de la construction de l'arme. Mais les Américains, en dernier point, pensent qu'une intervention militaire sur les installations nucléaires iraniennes serait contre-productive. Ils pensent que ça serait une connerie, pour le dire en bon français ou en bon américain. Moi, je voudrais simplement résumer ce que pensent les milieux diplomatiques sérieux de cette dernière réunion États-Unis-Iran, telle que j'ai pu le connaître. Il y a trois aspects. D'abord, pourquoi l'Iran a accepté l'accord, comment apprécier cet accord, y compris du côté américain ou du côté iranien, et enfin la politique française, parce que c'est les Français qui nous intéressent. Du côté iranien, il semble que les Iraniens aient été obligés de céder en partie du fait des sanctions et les difficultés internes sur le plan économique
et qu'il fallait, à l'intérieur même de l'Iran, il fallait que les forces qui étaient pour garder le programme nucléaire soient affaiblies par ceux qui estiment qu'il fallait négocier. Donc il y a une bataille à l'intérieur de l'Iran qui a donné à Rouhani, bien entendu, la possibilité d'être candidat et d'être élu. Donc il y a eu cette histoire, mais il y a eu un débat véritablement fort en Iran là-dessus, et l'Iran a joué très habilement avec le président, le guide Khamenei, qui a réussi à faire un accord entre les mollahs, qui n'ont pas envie de changer, pas envie d'être bombardés, les gardiens de la révolution, la nouvelle bourgeoisie qui est en train de se développer en Iran, une bourgeoisie moderne qui essaie de se développer, et puis les Verts, le mouvement contestation islamique, qui avait failli, vous savez, il y a 4 ans, je crois, renverser le régime. Ils ont compris que le président Guide a compris qu'il fallait réaliser une unité. Il fallait réaliser une unité du système iranien pour avoir un consensus qui nécessitait une négociation. Ça a été une réussite très remarquable du système iranien. Ils savent un peu le faire, et donc les Iraniens ont réussi, et même à convaincre tout le monde, enfin le régime iranien, à convaincre l'ensemble des forces de la nécessité de ce nucléaire, si bien que maintenant, même les monarchistes qui sont en exil en Californie, là, sont obligés de soutenir quasiment le nucléaire iranien. Donc on en est là-dessus. Donc il y a eu ce premier point, l'Iran a été amené à reculer de cette manière là-dessus. Cela dit, et ça c'est un résultat aussi très important, c'est que le nationalisme iranien de ce succès de la négociation est sorti renforcé. Renforcé, et ils ont gagné la bataille sur le nucléaire par rapport à l'Occident. L'Occident a reconnu que l'Iran a la capacité de produire la bombe, tout simplement. C'est bloqué, bien entendu, mais enfin, on n'est pas pressé, de toute façon ça coûte trop cher, on ne va pas se faire la bombe, mais on se sent plus fort. On se sent fort. Hein. Et je crois que c'est très important, parce que les États-Unis, maintenant, reconnaissent en quelque sorte, acceptent le nucléaire. C'était le problème clé du système iranien, bien entendu. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était pas du tout évident au départ, et pour les Iraniens, bien sûr, c'est un énorme succès. En tout cas, c'est perçu comme ça par la société iranienne là-dessus. Et Rouhani a joué ce rôle. Qui est perdant dans cette affaire? C'est l'Arabie Saoudite, qui a très peur de l'Iran, c'est l'Israël, bien entendu, c'est bien entendu les néoconservateurs américains, ça en reviendra, mais les Émirats, les pays du Golfe, ont estimé que finalement, on accordait à l'Iran un rôle de puissance régionale qui allait se développer contre eux. Donc il y a une espèce de peur de ce côté-là, mais en tout cas, incontestablement, l'Iran a apparemment en tout cas gagné, d'autant que, inversement, les États-Unis abandonnent maintenant d'une certaine mesure la volonté militaire, quoi. C'est-à-dire que les États-Unis maintenant ont été battus de fait en Irak et en Afghanistan. Pas une bataille militaire, enfin une bataille, ils ont perdu quelque part, ils n'ont pas gagné, comme on dit. Et donc maintenant, il y a une situation où les États-Unis ne souhaitent pas, n'ont pas envie de se situer dans une logique de confrontation militaire. C'est un événement très important là-dessus. Maintenant, il y a un face-à-face entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Hein. C'est quand même un petit peu ça que ça joue. Mais surtout, pour les dire d'une manière plus générale, c'est un événement considérable. Pourquoi? Parce que les États-Unis, maintenant, ont choisi de regarder vers l'Asie. L'Asie, c'est le partenaire stratégique, maintenant, des États-Unis. Ce n'est plus l'Europe. Et je dirais même que ce n'est plus Israël. Ça doit être les pays du monde arabo-musulman, ça sera l'Inde, ça sera la Chine comme confrontation et rivalité, etc. C'est là. Et donc, il y a un déplacement de l'axe du monde que les États-Unis entendent maîtriser à leur propre avantage, entendu. Hein. Ce n'est pas des anges. Hein. Donc, il faut bien le considérer comme ça, dans lequel, bien entendu, l'Europe est en situation un peu difficile, et la France encore plus. Donc, voilà, à mon avis, la nature de l'événement. Et je crois qu'il faut le mesurer avec toutes ces potentialités qui vont caractériser la période suivante,
en particulier pour la question de la dénucléarisation du Moyen-Orient, dans la mesure où les États-Unis commencent à en avoir assez de voir Israël menacer la région, alors qu'avec laquelle les États-Unis veulent établir des bons rapports. Alors, la France. Après, la France, bien, elle a été ferme pour un peu pratiquement empêcher l'accord. Donc, il y a la politique française qui pose problème, qui s'est un peu trop située pour le démantèlement des nucléaires iraniens, hein, un peu la position israélienne. Et donc, les Iraniens s'interrogent beaucoup sur la position française. Alors, il arrive un paradoxe, pour terminer bientôt, c'est que la France donc, a été très froide, les Iraniens sont furieux, mais à mesure où les sanctions diminuent et que le marché s'ouvre, qui est-ce qui a foncé pour aller le plus vite possible pour prendre des marchés en Iran? Le MEDEF. Le MEDEF envoie de super délégations tout de suite en Iran pour prendre des places. Ce qui veut dire qu'il y a des contradictions un petit peu intéressantes qu'il faudrait analyser de près concernant le rôle des atomes d'entreprises pétrolières ou gazières françaises. Voilà, donc alors, pour le dire en finale, la question c'est la France. Le rôle de la France dans la coopération qui existe actuellement entre Israël et la France. Je pense une vieille histoire de la complicité nucléaire entre Israël et la France, qui continue malgré tout aujourd'hui. Et la question c'est de savoir si la France va se prononcer quasiment contre le désarmement, une zone dénucléarisée au Moyen-Orient. C'est-à-dire contre la paix, finalement. Une logique de désescalade de la tension. En ce sens, nous avons une grande responsabilité pour l'avenir, d'autant que l'accord est très fragile. L'accord est très fragile parce que, bien entendu, il y a des ennemis de cet accord. Aujourd'hui, il y a des rencontres régulières entre les néoconservateurs américains. Obama n'est pas tout seul à faire sa politique. Et les Français, les Israéliens et l'Arabie saoudite, qui essayent de faire capoter l'accord. Et si l'accord capote, il y aura des événements très très graves. Donc, vous voyez, je pense que les Américains ont les moyens d'imposer peut-être, mais nous sommes dans une situation de bascule, où la France peut faire basculer d'un côté comme de l'autre. Voilà à peu près comment nous nous situons. Alors, c'est dans ce contexte-là aussi que se situent toutes les initiatives de la société civile pour pousser au désarmement nucléaire, etc., qui se sont développées depuis 1 an à Oslo. Il y a eu une grande conférence de forces étatiques et d'ONG, ICAN, c'est-à-dire ICAN qui développe beaucoup la lutte contre les conséquences humanitaires du bombardement nucléaire, etc., qui a vraiment développé un mouvement d'opinion très puissant, puisque maintenant 80 États soutiennent. La majorité des États sont dans cette logique-là. Hein. Et donc en France, ça commence à venir. Il y a eu une réunion il y a 1 mois au Sénat, organisée dans cette foulée-là, et il y avait du monde. Et il y avait un ancien ministre de la Défense britannique, qui est sur cette logique-là, de désarmement nucléaire. Il y avait Paul Quilles, qui a intervenu sur la question du nucléaire, très intéressant ce qu'il a dit, voyez-moi, hein, etc. Et donc, je voudrais développer ce mouvement en France, de remise en cause du nucléaire et de développement d'un mouvement pour le désarmement nucléaire. Nous menons un triple combat conjoint. Combat pour la paix, parce qu'évidemment, s'il y a la prolifération, c'est une logique de guerre. Combat pour le droit des Palestiniens et combat pour la dénucléarisation. C'est un même combat. C'est un même combat. C'est-à-dire, finalement, certaines mesures pour appliquer un certain nombre de décisions qui ont été prises par les Nations Unies. Parce que le TNP prévoyait le désarmement nucléaire. Par étapes, il prévoyait le désarmement nucléaire. C'est un peu qu'à fixer un peu le nucléaire est hors du droit. Hors du droit international. Donc c'est l'application du droit pour lequel on se bat, finalement. En dernière analyse, qui est la condition de la paix.